Bonjour à tous et bienvenue dans Willis Notes. Je m'appelle Logan Kilpatrick de l'équipe Google DeepMind. Aujourd'hui, nous discutons avec Demis Hassabis, le PDG de Google DeepMind. Demis, merci d'être ici. Je suis ravi de parler de toutes les sorties et des progrès que nous avons réalisés au cours des derniers mois. Ravi d'être ici. Commençons par cet élan sans précédent. J'ai l'impression que nous lançons énormément de choses. DeepThink, la médaille d'or IMO, Genie 3, dont la réception a été absolument incroyable. 50 autres projets ces 2 derniers mois que nous avons presque déjà oubliés, tant les choses évoluent rapidement. Je suis curieux d'avoir votre vision d'ensemble sur ces progrès et cette dynamique actuelle. Oui, c'est fantastique à observer. Nous avons accéléré notre rythme de lancement et de progrès au cours des 2 dernières années. Et je crois que nous en voyons les résultats aujourd'hui. C'est un moment incroyable et passionnant pour l'industrie. Il semble que des nouveautés apparaissent chaque jour. Nous sortons nous-mêmes quelque chose presque quotidiennement. C'est difficile de tout suivre, même en interne. C'est le cas pour tout le secteur. C'est donc très stimulant et je suis vraiment fier et satisfait de nos dernières réalisations. Comment envisagez-vous DeepThink spécifiquement? L'une des choses qui m'enthousiasme le plus, c'est que le modèle est maintenant accessible. Une version du modèle médaillé d'or aux Olympiades internationales de mathématiques est disponible pour les abonnés à l'application Gemini. Les gens peuvent enfin interagir directement avec le modèle. Construire la technologie puis la mettre concrètement entre les mains des utilisateurs est une combinaison magnifique de ce point de vue. Quelle est votre perspective sur DeepThink? L'avènement des modèles de pensée est un retour à nos travaux initiaux sur les jeux comme AlphaGo et AlphaZero. Depuis le début de DeepMind, l'historique de notre travail a toujours reposé sur des systèmes basés sur des agents. Nous entendons par là des systèmes capables d'accomplir une tâche complète comme jouer parfaitement à un jeu à nos débuts. Il y a un objectif et vous avez un modèle. Aujourd'hui, nous disposons de modèles multimodaux très puissants qui modélisent le langage et notre environnement. Mais à l'époque, nous avions des modèles de jeu. Par-dessus cela, il faut une capacité de réflexion, de planification ou de raisonnement. C'est la voie vers l'AGI. Une fois que vous avez la capacité de penser, vous pouvez développer une pensée profonde, voire extrêmement profonde. Cela permet d'avoir une planification parallèle, de développer des plans et des réflexions simultanément, puis de choisir la meilleure option, de prendre une décision et de passer à l'étape suivante. Il y a encore beaucoup d'innovations à apporter dans ce domaine, mais il est passionnant de voir la vitesse des progrès, même sur l'aspect de la réflexion. Pour les mathématiques, le codage, les problèmes scientifiques et même les jeux, il est nécessaire de traiter l'information, de planifier et de mener cette réflexion, plutôt que de simplement produire la première réponse qui vient à l'esprit du modèle. Ce ne sera probablement pas suffisant. Il faut revenir en arrière et affiner ses propres processus de pensée, ce qui est précisément le rôle de ces systèmes de réflexion. Je n'avais pas vu la vidéo sur le Thinking Game et je l'ai regardée il y a environ une semaine et demie. En prenant des notes, je me suis dit, attendez, Demis et l'équipe DeepMind étaient en avance sur tout ça. Il y avait tant de parallèles intéressants avec la manière dont vous avez mis à l'échelle l'apprentissage par renforcement pour résoudre les problèmes d'hier et ce que cela représente aujourd'hui. Le goulot d'étranglement des données pour AlphaFold en est un bon exemple, similaire aux problèmes que nous rencontrons actuellement avec les données d'experts humains pour des tâches spécialisées, comme le codage ou même en dehors des domaines scientifiques. Ressentez-vous une impression de déjà-vu maintenant que nous résolvons ces problèmes avec des modèles de langage et que nous les appliquons à plus grande échelle dans d'autres domaines? Oui, il est devenu clair que nous étions sur la bonne voie. Nous avons été les premiers à utiliser sérieusement l'apprentissage par renforcement. C'était l'un de nos premiers paris en 2010, en même temps que le deep learning. Notre travail sur Atari a été notre premier résultat marquant, le premier véritable système de Deep RL capable de faire quelque chose d'utile, comme jouer à des jeux Atari des années 70 à partir des seuls pixels de l'écran, et d'être meilleur que n'importe quel humain. Fait important, il pouvait jouer à n'importe quel jeu Atari d'emblée, ce qui prouvait sa capacité de généralisation. Cela a montré au secteur que ces nouvelles techniques étaient prêtes à être déployées à grande échelle et à devenir utiles. Nous avons toujours eu cette vision. La réflexion est un sujet central. Si vous jouez aux échecs très jeune, comme moi, vous ne pensez qu'à une chose,
comment améliorer vos propres processus de pensée. Cela m'a conduit à m'intéresser aux neurosciences, au fonctionnement du cerveau et ensuite à l'IA comme un outil formidable pour tenter de distiller l'intelligence dans un artefact numérique. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les systèmes actuels sont très performants dans certains domaines, mais présentent encore des failles, même sur des tâches relativement simples. Ils sont impressionnants. Ils peuvent remporter des médailles d'or aux Olympiades de mathématiques simplement à partir d'une description en langage naturel, ce qui est incroyable. Et il s'agit simplement de modèles Gemini dotés d'une capacité de deep think et d'un peu de réflexion supplémentaire. Ils ne sont pas spécialisés pour ces épreuves. And a bit of extra thinking. They're not specialized around these tests. Pourtant, ils sont excellents. D'un autre côté, ils peuvent encore commettre des erreurs simples en mathématiques, au niveau du lycée, sur des problèmes de logique simple ou dans des jeux simples, si le problème est posé d'une certaine manière. Cela signifie qu'il manque encore quelque chose. Ce sont des intelligences inégales ou en dents de scie, très fortes sur certaines dimensions, mais dont les faiblesses peuvent être facilement exposées sur d'autres. Je voudrais y revenir, mais avant, pourrions-nous nous concentrer sur Genie 3 ? Il y a une transition intéressante ici. Vous dites que les modèles ne sont pas encore parfaits pour jouer à des jeux, et pourtant, la réaction à Genie 3 est un émerveillement total. Les gens disaient « Nous sommes dans une simulation, c'est la preuve que tout est possible », tant les démos étaient impressionnantes. Cela est évidemment lié à la résolution de problèmes via l'apprentissage par renforcement dans les jeux. Avec le recul, en repensant au lancement de Genie 3, est-ce que les résultats correspondent à ce que vous attendiez ? Pour moi, il n'est pas évident que rendre les modèles performants au jeu mène directement à la création de modèles du monde. Il y a plusieurs branches de recherche et de pensée, des idées qui se rejoignent. D'une part, nous avons toujours utilisé les jeux de société comme un domaine difficile pour améliorer nos algorithmes et nos idées d'IA. Nous utilisions beaucoup les jeux vidéo, à la fois comme des défis, mais aussi pour créer des données synthétiques. Nous utilisions, et utilisons encore, de nombreux environnements simulés, des mondes très réalistes, des moteurs de jeux 3D traditionnels, pour créer plus de données d'entraînement afin que nos systèmes comprennent le monde physique. La raison pour laquelle nous faisons cela est que nous voulons construire ce que nous appelons un modèle du monde, qui est un modèle qui comprend réellement le monde physique. La structure physique, comment les choses fonctionnent, les matériaux, les liquides et même les comportements des objets vivants, des animaux, des êtres humains. C'est évidemment une partie essentielle de notre monde. Nous ne vivons pas seulement dans le langage et les mathématiques. Il y a le monde physique dans lequel nous existons. Si vous voulez une AGI, elle doit clairement comprendre le monde physique, en partie pour pouvoir opérer dans ce monde, que ce soit en robotique, c'est ce qui freine la robotique. Elle a besoin d'un modèle du monde, ou pour des choses comme le projet Astra. Notre projet Gemini Live, sur le fait d'avoir un assistant universel qui peut vous aider dans la vie de tous les jours, qui existerait peut-être sur votre téléphone ou sur des lunettes, et vous aiderait dans votre vie quotidienne. Il est clair que cela nécessiterait aussi de comprendre le contexte spatial et temporel dans lequel vous vous trouvez. Vous avez donc besoin d'un modèle du monde pour vraiment comprendre le monde et son fonctionnement. L'une des façons de prouver que vous avez un bon modèle du monde est d'être capable de générer le monde. Il y a plusieurs façons de tester l'efficacité et la profondeur de votre modèle du monde, mais une excellente manière est de lui faire inverser le processus et de générer quelque chose à propos du monde. Comme si vous ouvrez un robinet et qu'un liquide en sort, ou s'il y a un miroir, pouvez-vous vous voir dedans, toutes ces choses. C'est vers cela que tend Genie, construire ce modèle du monde et ensuite l'exprimer, être capable de générer des mondes qui sont cohérents. C'est la chose surprenante avec Genie 3, c'est que vous regardez ailleurs, vous revenez et cette partie du monde est la même que lorsque vous l'avez quitté. C'est époustouflant mêlement et cela montre qu'il possède un très bon modèle sous-jacent de la façon dont le monde fonctionne. Comment pensez-vous que les gens utiliseront Genie ? L'intention est telle que nous l'utilisions simplement pour aider à améliorer Gemini et certaines de nos autres initiatives en robotique, pour les améliorer et les mettre à l'échelle ? Ou pensez-vous qu'il y a réellement une application directe ? Je vois bien les gens jouer avec dans certains cas. C'est tellement passionnant sur plusieurs plans. Premièrement, nous l'utilisons déjà pour notre propre entraînement. Nous avons un agent joueur appelé Simmer.
l'agent simulé, qui peut, dès sa sortie de la boîte, prendre les commandes et jouer à un jeu vidéo existant. Dans certains cas bien, dans d'autres moins bien. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez mettre cet agent Simmer à l'intérieur de Genie 3. Vous avez donc une IA qui joue dans l'esprit d'une autre IA. C'est assez fou d'y penser. Simmer décide des actions à entreprendre et vous pouvez lui donner un objectif, comme aller chercher la clé dans la pièce, puis il enverra des commandes comme s'il jouait à un jeu vidéo normal. Mais en réalité, à l'autre bout, c'est Genie 3 qui génère le monde à la volée. Il y a donc une IA qui génère le monde et une autre IA à l'intérieur. Cela pourrait être très utile pour créer des domaines d'entraînement illimités. J'imagine que ce serait très bénéfique pour des domaines comme la robotique, mais aussi pour entraîner nos systèmes d'AGI généraux. Mais cela a aussi un énorme potentiel dans le domaine appliqué, pour l'avenir du divertissement interactif. J'ai beaucoup d'idées, comme vous vous en doutez, sur les types de jeux incroyables de nouvelle génération qui pourraient être créés, et peut-être un nouveau type de divertissement auquel nous n'avons pas encore pensé, quelque part entre le film et le jeu, un nouveau genre de divertissement. Enfin, peut-être la chose la plus intéressante de mon point de vue de scientifique est qu'est-ce que cela nous apprend réellement sur le monde réel et la physique, et peut-être sur des choses comme la théorie de la simulation. Quand on travaille là-dessus tard le soir et qu'on génère ces mondes entiers, on réfléchit à la manière dont cette technologie fonctionne. Il faut aussi considérer, et je l'ai toujours fait dans ma carrière, ce qui se passe dans le monde réel, quelle est la nature de la réalité. C'est en fait ce qui m'a poussé tout au long de ma carrière à construire l'IA comme cet outil extraordinaire pour la science. Et je pense que des choses comme VEO 3, notre modèle vidéo vidéo-audio et Genie 3 nous disent vraiment quelque chose sur la nature de la réalité si nous les regardons sous un angle légèrement différent. J'adore ça. Je pense que c'est une transition parfaite vers ce que vous disiez auparavant sur l'intelligence parcellaire. D'un côté, nous avons ce système époustouflant où des mondes sont générés et tout le reste. Et de l'autre côté, vous prenez Gemini et vous lui demandez de jouer aux échecs. Et je vous disais hors caméra, je suis terrible. Je connais les règles des échecs, mais je suis pas bon du tout. Et je pense que je pourrais battre nos modèles aux échecs en ce moment. Dans certains cas, ils ne peuvent même pas suivre les règles. Nous avons aussi annoncé le partenariat de GDC avec Kaggle pour lancer Game Arena et permettre aux modèles d'avoir un endroit pour jouer à plein de jeux différents et tester leurs capacités. Je suis curieux d'avoir votre réaction à ce sujet. C'est très intéressant. Cela s'inscrit dans un contexte plus large. Tous nos systèmes, le nôtre, Gemini, mais aussi ceux de nos concurrents, s'améliorent constamment. Nos systèmes peuvent faire des choses incroyables, générer des mondes simulés à partir de prompts textuels, comprendre des vidéos, toutes ces choses cool, résoudre des problèmes de mathématiques, faire des choses en sciences. Mais je pense que nous tous, intuitivement, en ayant joué avec ces chatbots, nous voyons assez facilement les limites de ce qu'ils peuvent faire. Et à mon avis, c'est l'une des choses qui manquent à ces systèmes pour être de véritables AGI, la cohérence. Il ne devrait pas être si facile pour une personne moyenne de trouver une faille triviale dans le système. Avant, c'était compter le nombre de R dans fraise. Je pense que nous avons résolu ce problème maintenant, mais il reste des choses assez triviales qu'un écolier ferait sans peine et que ces systèmes ne peuvent pas faire. La question est pourquoi ? Il manque probablement certaines capacités en raisonnement, en planification, en mémoire. Peut-être qu'une ou deux innovations supplémentaires sont encore nécessaires dans ces domaines, au-delà de la simple mise à échelle, mais c'est aussi en partie peut-être que nous avons besoin de meilleurs bancs d'essai pour faire ressortir ce que ces systèmes savent bien faire par rapport à ce qu'ils ne savent pas faire. Ces systèmes sont très généraux, y compris Gemini, mais beaucoup des bancs d'essai que nous utilisons commencent à être saturés. Si vous regardez certains des bancs d'essai de mathématiques standards comme Amy, je crois que notre dernier résultat avec DeepThink était de 99,2%. On arrive donc dans une zone de rendement très décroissant, et il peut même y avoir une erreur dans le test. Ils sont donc rapidement saturés. Nous avons besoin de nouveaux bancs d'essai, plus difficiles, mais aussi plus larges à mon avis. Comprendre la physique du monde et la physique intuitive, et d'autres choses que nous tenons pour acquises en tant qu'humains, et que nous trouvons faciles comme l'intelligence physique également. Nous n'avons pas de très bons bancs d'essai pour ces choses, ni pour certains aspects de la sécurité pour tester des traits que nous ne voulons pas, comme la tromperie.
Je pense qu'il y a un travail extraordinaire à faire pour créer des bancs d'essai qui soient vraiment significatifs et qui testent des choses plus compliquées ou subtiles. Que les types d'examens scolaires par force brute que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis si enthousiaste à propos de Game Areno. Car cela nous ramène un peu à nos racines, bien sûr, c'est pourquoi nous l'avons créé, mais beaucoup des raisons pour lesquelles nous avons commencé avec les jeux sont toujours valables aujourd'hui. Premièrement, ce sont des terrains d'essai très propres. On peut obtenir des classements Elo, des scores très facilement, c'est très objectif, ce sont des mesures de performance très objectives, il n'y a pas de subjectivité, comme les tests AB avec des êtres humains qui décident des classements. Je pense simplement que c'est super scientifique dans ce sens. L'autre chose, c'est qu'ils s'adaptent automatiquement aux capacités des systèmes. Parce que les systèmes jouent les uns contre les autres dans des tournois, et c'est assez amusant à regarder, même au niveau où ils en sont. C'est tout l'intérêt de Game Arena, comme son nom l'indique. Les meilleurs modèles s'affrontent, donc nous espérons que cela stimulera réellement beaucoup de progrès. Car aujourd'hui, aucun des systèmes d'IA n'est très bon au jeu, comme les échecs. Mais même des jeux plus simples que ça. Et c'est une question intéressante de savoir pourquoi. Et je suis sûr qu'ils progresseront rapidement maintenant que nous avons une mesure pour cela avec Game Arena. Mais à mesure qu'ils s'améliorent, le test deviendra plus difficile, automatiquement. Il ne s'agit pas, comme pour les tests de connaissances, où il faut trouver des questions de science plus difficiles. Et qui va créer ces questions? Sont-elles déjà divulguées sur Internet? Chaque partie est unique car elle est créée par les deux joueurs. Il y a donc une unicité à cela, ce qui est aussi appréciable pour les tests. Et puis la dernière chose, c'est que, tout comme nous l'avons fait avec nos premiers travaux sur les jeux, à mesure que les systèmes s'améliorent, on peut introduire des jeux de plus en plus complexes dans la Game Arena. Nous avons commencé avec les échecs, pour des raisons évidentes, c'est le classique sur lequel on teste l'IA. C'est un sujet qui me tient à cœur, bien sûr, mais l'idée est de l'étendre à des milliers de jeux potentiellement. Et alors on obtiendra un score global. Nous ne cherchons pas vraiment des systèmes qui ne jouent qu'à un seul jeu très bien. Ils devraient être capables de jouer à tous les jeux à un bon niveau. Et il pourrait s'agir de jeux vidéo ainsi que de jeux de société. Et encore plus intéressant, à terme, peut-être que les systèmes d'IA devraient inventer leurs propres jeux et ensuite les enseigner aux autres systèmes d'IA qui doivent les apprendre. C'est comme apprendre un nouveau jeu qui n'a jamais existé auparavant. Donc il n'y a aucun moyen de surajuster sur des données d'entraînement. J'ai beaucoup d'idées sur ces environnements multi-agents que Game Arena pourrait éventuellement prendre en charge. Je pense que ce sera un benchmark très important et durable. Et je pense que ce n'est qu'un des nombreux nouveaux benchmarks qui seront nécessaires à mesure que nous nous approcherons de l'AGI pour nous assurer que nous avons bien couvert l'espace des capacités cognitives. Oui, l'un des grands défis, et c'est ma réflexion, je voudrais votre réaction à ce sujet, au cours des 2 dernières années, c'est qu'en réfléchissant davantage aux évaluations, il est devenu très clair que la plupart des problèmes de la vie sont des problèmes d'évaluation. On n'y pense pas, à moins de travailler dans l'IA et d'entraîner des modèles. Mais la performance au travail est un problème d'évaluation. La façon dont on considère toutes ces autres choses, ce sont tous des problèmes d'évaluation. Il est intéressant de constater que nous n'avons pas d'équivalents humains pour résoudre ces problèmes. L'approche de Game Arena est intéressante car il y a cette vérité empirique, le système a toutes ses contraintes. Mais lorsque nous extrapolons en dehors du domaine du jeu, j'imagine que l'on perd une partie de cela. Je pensais à la manière de créer des environnements d'apprentissage par renforcement pour toutes ces autres tâches que les humains accomplissent. Cela devient difficile car quelle est la source de vérité dans ces cas-là? Je suis curieux de savoir, pour les environnements qui ne sont pas des jeux, comment vous pensez que nous pouvons commencer à capturer ces choses? Oui, ça a toujours été le grand défi de l'apprentissage par renforcement. Dans des domaines plus désordonnés ou réels, comment spécifier la fonction de récompense ou la fonction objectif que vous essayez d'optimiser? Et je pense que dans notre monde, en tant qu'être humain, nous n'avons pas de fonction objective unique. C'est très désordonné. Si je vous demandais ce que vous optimisez, vous pourriez donner une réponse différente chaque jour. Et c'est parce que nous sommes en quelque sorte multi-objectifs.
et que nous pondérons continuellement ces différents objectifs différemment les uns par rapport aux autres, en fonction d'autres états, comme votre état émotionnel, votre environnement physique, et où vous en êtes dans votre carrière, toutes ces choses. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous en sortons avec nos cerveaux et nous trouvons à peu près quelle est la bonne direction à suivre. Et je pense que nos systèmes généraux devront faire de même, où ils apprendront en quelque sorte à interpréter ce que les utilisateurs humains essaient d'accomplir, puis à déterminer comment cela se traduit dans un ensemble de fonctions de récompenses utiles pour lesquelles optimiser. Il y a beaucoup d'expériences en cours là-dessus, sur la métacognition ou le méta-apprentissage par renforcement, où vous avez un autre système au-dessus qui essaie de déterminer quelles sont les fonctions de récompense pour que le système secondaire puisse optimiser. Et beaucoup de ces choses sont encore des problèmes de recherche, mais je pense qu'elles vont revenir sur le devant de la scène. Nous faisions des recherches là-dessus il y a environ 10 ans, lorsque nous étions au cœur de nos travaux sur les jeux avec AlphaGo et AlphaZero. Mais je pense que beaucoup de ces recherches vont revenir maintenant. J'ai l'impression que nous devrions commencer à le faire maintenant, car il semble que tout ce que DeepMind faisait il y a 10 ans est maintenant à l'avant-garde de ce que tout le monde essaye de faire. Je veux revenir sur cette tendance de la pensée et aussi sur le lien avec les jeux. Historiquement, nous avons eu toutes ces différentes dimensions d'échelle pour les modèles. L'échelle du pré-entraînement, du post-entraînement. Les données ont été mises à échelle, la puissance de calcul a été mise à échelle. Puis nous avons eu cette mise à échelle du raisonnement, qui est en grande partie ce qui a permis les nouveaux modèles comme Deep Blue. Il semble aussi maintenant que les outils sont cette nouvelle dimension d'échelle. Quand vous donnez au modèle des outils plus puissants, des outils différents, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et je suis curieux de savoir comment cette nouvelle dimension d'échelle s'articule avec cette vision du monde, de ce que nous avons fait avec les jeux et certains de ces environnements simulés d'apprentissage par renforcement. Est-il un monde où vous donnez au modèle un simulateur de physique et c'est un outil qu'il possède ? Je pense que l'utilisation d'outils est l'une des capacités les plus importantes pour ces systèmes d'IA. Une grande partie de la réflexion, la raison pour laquelle la réflexion fait partie intégrante des systèmes, est que vous pouvez utiliser des outils pendant le processus de réflexion. Vous pouvez lancer une recherche, vous pouvez utiliser un programme de mathématiques, vous pouvez faire du codage, revenir, puis mettre à jour votre planification sur ce que vous allez faire. Je pense que c'est encore assez naissant pour le moment, mais ce sera incroyablement puissant une fois que cela deviendra vraiment fiable et que les systèmes deviendront assez bons pour utiliser des outils assez sophistiqués de manière très fiable. Ensuite, la question intéressante qui se pose est de savoir ce que l'on laisse en tant qu'outil par rapport à ce que l'on intègre dans le système principal, le cerveau principal pour ainsi dire. Avec les humains, c'est facile parce que nous sommes physiquement contraints, donc tout ce qui n'est pas dans notre corps est un outil. Il n'y a donc pas de question sur ce qui est un outil et ce qui est notre cerveau. Mais avec un système numérique, vous pouvez en fait brouiller ces pistes. Devrait-il être dans le modèle principal, la capacité par exemple de jouer aux échecs ou quelque chose comme ça, ou utilisez-vous simplement Stockfish ou AlphaZero comme outil? Et cet outil pourrait être aussi un système d'IA. Il n'est pas nécessaire que ce soit un logiciel, cela pourrait être quelque chose comme AlphaFold ou autre chose. La question se pose, je pense, lorsque cette capacité aide d'autres capacités. Par exemple, les mathématiques et le codage, nous les intégrons dans le modèle principal, le modèle Gemini principal, car cela va améliorer tout le reste. Si vous devenez bon en codage, bon en mathématiques, alors vos capacités de raisonnement sont tout simplement meilleures dans l'ensemble. Et je soupçonne que cela pourrait aussi se produire avec des choses comme les échecs. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas mettre trop de données spécialisées dans votre modèle général, car cela pourrait nuire à d'autres choses. C'est donc une question très empirique. Est-ce que l'ajout de cette capacité aide les autres capacités? Si oui, alors faites-le. Si cela nuit aux autres capacités générales, alors peut-être envisager de l'utiliser comme un outil. Intéressant. L'une des questions que les développeurs se posent, du point de vue des développeurs, ceux qui construisent avec nos modèles, c'est qu'il est devenu très clair, et vous venez de le dire, que lorsque le modèle raisonne, il utilise des outils et fait tout cela. Historiquement, les modèles étaient des poids. On donnait un jeton, on recevait un jeton en retour. Maintenant, il semble que les modèles deviennent des systèmes entiers en eux-mêmes et la manière dont les gens construisent des applications par-dessus les modèles change parce que le modèle fait plus pour vous nativement.
Je suis curieux de savoir si cette transition du modèle, qui n'est plus seulement des poids quelque part, mais qui devient un système, résonne avec votre vision du monde sur la façon dont le progrès se produit, si nous verrons cela continuer, et si vous avez des suggestions pour les gens qui construisent, alors qu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent construire, par rapport à ce qu'ils doivent faire en tant qu'outil, versus ce que le modèle aura simplement de manière empirique comme faisant partie de lui. What is the model just going to have empirically as part of it? Vous avez raison, les modèles s'améliorent rapidement et à mesure qu'ils acquièrent la capacité d'utiliser des outils, cela augmente de manière exponentielle ce que le système pourrait être capable de faire, car il peut évidemment combiner des outils de manière nouvelle et en combinaison. What the system might be able to do, because obviously it can combine tools in novel ways and combinations. Une chose à laquelle vous pouvez penser est quels sont les tubes d'outils qui seront incroyablement utiles pour les IA et commencer à les construire et à les fournir. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. L'agent lui-même, même avec l'utilisation d'outils, n'est pas nécessairement suffisant pour être un produit complet. Il y a donc encore beaucoup de travail de productisation à faire par-dessus. La partie difficile, et nous en avons déjà parlé, dans ce nouveau monde est que cela nécessite des compétences très intéressantes de la part d'un chef de produit ou d'un concepteur de produit. Parce que vous devez concevoir, disons que votre produit sort dans un an. Vous devez être très proche et comprendre le monde de la technologie pour anticiper où cette technologie sera dans un an et concevoir pour cela. Et je pense aussi que, quelle que soit la finition que vous apportez à votre produit, elle doit permettre de débrancher le moteur sous-jacent et de le rebrancher avec un système plus avancé qui sort tous les 3 à 6 mois, voire plus vite que ça. On a l'impression que c'est toutes les 2 semaines ces jours-ci. Vous devez donc prendre cela en compte. Je ne pense pas que cela va changer. Mais je pense que, en regardant vers l'avenir, tout l'écosystème du web et la façon dont les applications fonctionnent et des choses comme ça pourraient changer à cause des agents utilisant ces systèmes et étant capables de les utiliser comme des outils efficacement. Les progrès pour Genie 3 ont été incroyables et je pense que les gens sont stupéfaits par le système que nous avons actuellement. J'ai bon espoir, je vais continuer à vous pousser là-dessus. Comment pouvons-nous mettre le modèle entre les mains de plus de gens? Donc j'espère que cela arrive. Beaucoup de gens sont excités, je suis sûr que vous avez reçu des messages de gens demandant comment utiliser le modèle. Où allons-nous à partir d'ici du point de vue d'un modèle du monde, d'un point de vue de Genie? Nous nous efforçons de le rendre aussi efficace que possible pour pouvoir le proposer à des milliers de personnes. Il est actuellement en avant-première limitée. Nous réfléchissons aussi à la meilleure manière de le lancer en tant qu'expérience utilisateur. Nous aimerions que les gens puissent partager leurs créations entre eux et permettre à d'autres de jouer dans les mondes créés par la communauté, ceux qui ont été plébiscités. Ce serait une sorte de communauté de contenu généré par les utilisateurs. Le défi est de maintenir la cohérence. Imaginez que vous réussissiez à créer quelque chose d'exceptionnel, un prompt qui génère un monde vraiment captivant. Comment nous assurer que nous pouvons régénérer ce monde pour les prochains joueurs qui voudront le découvrir? Il y a beaucoup de réflexions en cours à ce sujet, et nous aurons bientôt plus d'informations à partager. Quant à la direction générale que cela prend, si l'on considère Genie, Veo et Gemini, ce sont actuellement des modèles distincts. Cependant, nous commençons à observer une convergence de ces modèles vers ce que nous appelons un omnimodèle, capable de tout faire. Nous pensons que c'est ce qu'un système d'AGI devrait être capable de faire, gérer tous ces différents aspects avec le même niveau de qualité que nous observons dans chacun de ces modèles spécialisés, mais réunis au sein d'un seul grand modèle. Nous plaisantions en coulisses sur le fait que tout cela n'est qu'une bonne excuse pour nous de jouer à des jeux. J'ai l'impression que Genie est un bon prétexte pour que nous puissions créer des jeux, y jouer, et que DeepMind devienne une entreprise de jeux vidéo. C'est toujours mon plan secret. Peut-être qu'après l'AGI, une fois que tout sera sécurisé et fonctionnel, je pourrai revenir avec ces outils et créer le plus grand jeu de tous les temps. Ce serait un rêve devenu réalité. Ce sera peut-être la version ultime de Theme Park, mais j'ai des idées de jeux encore plus ambitieuses en tête. Nous développons de nombreux outils de codage créatif dans AI Studio. Le scénario idéal serait que, avant même l'AGI, vous puissiez commencer à lancer certaines de ces idées et que nous ayons toute une arène de jeux d'émises que vous construiriez vous-même grâce au codage créatif. J'adorerais essayer cela. C'est une chose qui figure très haut sur ma liste de choses à faire, c'est certain.
Je voulais aussi aborder un autre sujet. Nous avons eu quelques échanges sur Twitter à ce propos, la semaine dernière, ou celle d'avant. Nous célébrions les 980 trillions de tokens traités sur une base mensuelle. Je crois que nous avons franchi le cap du quadrillion. Nous vous avons donc préparé quelque chose de spécial, dans votre couleur bleue emblématique. Merci beaucoup. Fantastique. Génial. Nous en ferons aussi quelques dérivés. Avec plaisir. C'était vraiment génial, Demis. Merci d'avoir pris le temps. C'est fantastique. J'apprécie toutes les nuits passées à réfléchir à l'avenir et tout le travail acharné que vous et le reste de l'équipe DeepMind fournissez. Ce fut un réel plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi Release Notes. On se retrouve au prochain épisode.